Quelle est la chose qui vous a fait le plus peur à Mathieu et toi? Nouvelles héroïnes. Et ce qui se passe quand l'eau elle est trop chaude, c'est que ça vient vraiment perturber surtout les coraux et les récifs. Nouvelles héroïnes. Jusqu'à quelle profondeur êtes-vous descendu quand vous avez plongé? Nouvelles héroïnes. Nous, on n'est pas chez nous dans l'océan. C'est pas chez nous. Non. C'est chez eux. Nouvelles héroïnes. Et toi, est-ce que tu as un rêve que tu aimerais faire? Nouvelles héroïnes. Et j'aime beaucoup, en fait, pouvoir grandir et apprendre. Prendre ton propre chemin. Exactement. J'ai pris mon propre chemin. Nouvelles héroïnes. Alors, salut toi qui écoutes Nouvelles Héroïnes. Je vais te proposer une expérience. Ferme les yeux. Imagine l'océan, celui qui n'a pas de mur, pas de bord, ni de fond qu'on puisse voir. Maintenant, plonge et imagine que tu décides de le traverser. Oui, à la nage, comme notre nouvelle héroïne, Chloé Léger-Wittbout. C'est presque son quotidien. Mais Chloé ne nage pas pour battre un record ou porter une médaille. Elle nage pour une raison bien plus grande qu'elle, l'océan. Parce que l'océan, il faut le protéger. Et pour cela, elle a décidé d'en parler à des milliers d'enfants, peut-être toi. Chloé est ingénieure, elle a traversé le détroit de Gibraltar, elle a descendu la Seine à la nage. Et tu sais ce qui rend cet épisode encore plus spécial? Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pose des questions à Chloé, c'est Olympe. Elle est en CM1, elle a peut-être ton âge, et ça tombe parfaitement bien. C'est exactement pour les enfants en primaire que Chloé a imaginé tout son projet de sensibilisation aux océans qu'elle propose aux écoles. Alors, imagine une grande aventurière des océans interviewée par une exploratrice tout aussi curieuse qu'elle. Olympe a préparé ses questions. Installe-toi, respire un grand coup, comme avant de plonger, et bonne traversée. Nouvelles héroïnes. Bonjour, moi c'est Chloé et j'étais déjà à ce micro il y a 1 an, avant le départ de cette grande aventure. Et je racontais que j'allais bientôt partir sur un bateau, un catamaran, pour traverser l'Atlantique à la nage. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis de retour de cette aventure et j'ai vu et appris plein de choses. Et j'ai hâte d'en discuter avec toi, Olympe. Mais d'abord, qui es-tu ? Moi, bonjour, je m'appelle Olympe. Je suis en CM1 à l'école Alexandre Dumas. Et aujourd'hui, je vais t'interviewer. Eh ben, j'ai hâte d'avoir tes questions. Qui es-tu, Chloé? Je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans et je suis une nageuse. Je suis une nageuse en eau libre, donc ça veut dire que je nage dans les lacs, dans l'océan, dans les rivières. Et je suis la cofondatrice, donc j'ai créé une association qui s'appelle Swim for Change, donc nager pour le changement. Et je fais des grandes aventures à la nage pour parler de l'océan et surtout protéger l'océan, qui est assez triste en ce moment parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, qui sont pas très joyeux. As-tu vu beaucoup d'animaux pendant ta traversée de l'Atlantique? Alors, j'ai eu la chance de voir beaucoup d'animaux. Déjà, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on nage au milieu de l'Atlantique, on est seul avec eux. On n'est pas dans un aquarium, en train de les voir derrière une vitre, ou dans un groupe de snorkeling avec plein de gens autour de nous. On est vraiment seul au monde avec eux. Et les animaux marins, ils sont très curieux. Et en fait, ils nous entendent nager. Donc moi, ils entendent quand je fais splash, splash, splash. Et donc, ils viennent me voir. Et un jour, je me souviens, j'étais en train de nager, en train de faire mon relais de nage. Et le capitaine, il me dit « Chloé, on voit plein d'ailerons autour de toi. Des ailerons comme ça qui sortent de l'eau, qui re-rentrent. On ne sait pas exactement ce que c'est, on n'arrive pas à reconnaître l'espèce. Mais comme il y en a beaucoup, on sait que c'est pas un requin. Les requins, ils sont souvent seuls, donc c'est là où ça peut être un peu dangereux si on voit un aileron qu'on pense que c'est un requin. Mais là, comme on en voit plein, on pense que c'est plus dans la famille des dauphins, donc c'est gentil. Donc continue à nager, tu vas voir peut-être ce que c'est. » Et je continue à nager. Et là, je vois passer dessous moi 4 globicéphales.
Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est un globicéphale. Non. C'est un peu comme un gros dauphin, mais ça ressemble aussi à une baleine. Ça a son nez qui est vraiment arrondi devant. Donc, c'est très gros. Ça fait à peu près 3 mètres, 4 mètres de long. Et moi, il y en a 4 qui sont passés juste dessous moi. Vraiment à quelques mètres. J'ai vu l'ombre grise comme ça, 4 ombres grises passer juste dessous moi. Et à ce moment-là, j'étais un peu entre 2 émotions. Déjà, trop contente. Trop excitée, trop contente de voir ça. Je me dis là, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de nager avec des globicéphales. Mais aussi un peu peur parce que je me suis dit, ils sont énormes. Ils font 2 fois ma taille. Donc, s'ils viennent me toucher, même si ils vont pas venir me toucher, mais s'ils viennent me toucher, je pense qu'ils vont pouvoir me faire mal. Enfin, dans cette situation, c'est moi qui est la plus faible. Donc, j'étais un peu entre les deux, mais trop contente. Ils sont passés. Eux, en fait, ils font des grandes distances à la nage, donc je pense qu'ils passaient pas très loin. Ils ont dû entendre mes splash de nage. Ils sont venus passer en dessous de moi et après, ils ont continué leur route. Quels animaux t'as vu à part les globis? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu beaucoup de poissons. Moi, il y a un de mes poissons préférés, c'est les poissons volants. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme espèce. Mais j'en ai déjà vu. C'est incroyable, c'est quand même trop marrant. C'est un peu des mi-poissons, mi-oiseaux. Ils essayent de ricocher comme ça sur l'eau. Et tous les jours sur l'Atlantique, mais vraiment tous les jours, donc pendant 1 mois, tous les jours, si je regardais par la fenêtre du bateau, je voyais des poissons volants. Et une nuit, avec Mathieu, on est en train de dormir. Comme on nage toute la journée, on nageait 10 heures par jour, 5 heures par personne, donc on était quand même bien fatigués. La nuit, il fallait bien dormir. Donc dans notre cabine avec Mathieu, on dort tranquillement dans le lit pendant la nuit. C'est l'équipage qui s'occupe du bateau, qui s'assure qu'on va avancer dans le bon sens. Et là, au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, on entend un énorme bruit, un gros boom, dans notre lit. Et qu'est-ce qui vient d'atterrir? Un poisson volant, mais un gros, 30 centimètres, qui en fait a sauté de l'eau. Et comme nous, on a une fenêtre au-dessus du lit, au lieu d'atterrir encore dans l'océan, il atterrit par la fenêtre dans notre lit, dans notre cabine. Donc on se retrouve avec un gros poisson dans la cabine, dans notre lit. Moi, je suis à peine réveillée, je comprends pas ce qui se passe. Quand il y a vraiment quelque chose comme ça, on est en plein sommeil qui se passe au milieu de la nuit, on a un peu du mal à se réveiller. Mathieu, lui, tout de suite, il réalise ce qui se passe. Et surtout pour sauver la vie de ce poisson, parce que le poisson volant, s'il reste trop longtemps à l'extérieur de l'eau, il va mourir, il va sécher. Donc faut vite le remettre dans l'eau. Lui, il se réveille, il prend le poisson, il le rejette par la fenêtre, il le relance dans l'eau pour le remettre dans l'océan. D'une rapidité extraordinaire. Moi, j'avais même pas réalisé ce qui était en train de se passer. Et après, ça sentait bien le poisson dans notre chambre, malheureusement. Quelle est la chose qui vous a fait le plus peur à Mathieu et toi? Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que j'avais la chance parce que j'avais pas peur de l'eau, de sauter dans l'eau. Je sais qu'il y a plein de choses dessous moi. Je sais qu'il y a 5000 mètres de profondeur sous moi. Donc, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'espèces, plein de choses. On ne sait même pas ce que c'est. J'avais pas peur de ça. Je me suis dit qu'il y a des choses qui vont venir et je vais juste devoir les appréhender. Mais Mathieu, je sais que lui, il avait plus peur de ça. Et il avait surtout peur des requins. Est-ce que t'as peur des requins? Un peu. Ça fait quand même peur. Et un jour, on est plutôt autour de la Guadeloupe. Donc après la traversée de l'Atlantique, on a décidé de faire le tour de la Guadeloupe à la nage. Et là, en nageant sur un relais, Mathieu, il voit un requin arriver juste devant lui. Un gros requin. Un requin citron. Il y en a beaucoup en Guadeloupe. C'est des requins qui sont très gentils. Ils font plutôt parmi des espèces qui sont très gentilles. Et on le reconnaît bien parce qu'il a une queue assez particulière. Mais il est gros, il fait 2,50 m, 3 mètres, il est vraiment très gros. Mathieu, il prend peur quand même. Il se dit, oulala, ça fait peur quand même, c'est un requin qui est juste là à côté de moi, qui fait genre il a pas peur, mais en fait il a peur. Il remonte sur le bateau. Et là, il me dit, j'ai vu un requin citron, il est énorme, j'ai trop peur, je peux pas y retourner. Et je lui dis, mais Mathieu, si tu vas pas retourner nager, là ça fait 10 minutes que t'as commencé ton relais. On va jamais finir le tour de la Guadeloupe. En fait, il faut pas arrêter de nager à chaque fois qu'on voit une espèce. Si on a toujours peur, on va pas réussir à continuer à nager. Et je lui dis, nous, en plus, on avait plein de dispositifs avec nous pour s'assurer qu'on était protégés des requins. On avait un bracelet anti-requin, qui est un aimant, en fait, comme on met sur le frigo, et qui est très puissant. Ça dérange les requins. Eux, ils ont des ondes, ils avancent avec des ondes autour d'eux. Et s'ils s'approchent trop proche de l'aimant, ça leur fait peur, c'est désagréable, donc ils aiment pas s'avancer. Donc ça nous protège.
On sait que autour de nous, il va pas trop s'approcher. Donc je dis à Mathieu, tu peux continuer à nager, il y a aucun souci. Mais il a trop peur, il est assis sur le bateau comme ça, il me dit mais j'ai trop peur, je peux pas y retourner. Donc je lui dis ok, t'as deux options. Option 1, tu retournes nager tout de suite. Option 2, c'est moi qui prends ton relais, je nage à ta place. Et là il dit je préfère l'option 2 quand même. Option 2, c'est bien mieux. Donc moi, j'avais déjà fait mon relais de 2 heures, mais je remets ma combi, je remets mon bonnet et je remets mes lunettes et comme ça, je retourne nager. Et là, à ce moment-là, je pense que c'est le seul moment où j'ai eu peur de toute ma vie d'être dans l'eau. Parce que je voyais pas le requin. Je l'avais pas vu, il était pas là. Mais je sais très bien qu'un requin, ça peut nous entendre jusqu'à 4 kilomètres. Donc ça veut dire que moi, je sais pas où il est. Mais lui, il peut être quelque part autour et lui, il sait exactement où je suis. Et en fait, il entend mon cœur battre. Donc je peux pas essayer de pas faire de bruit. Mon cœur battre, il va tout forcément l'entendre. Donc là, c'est le seul moment où j'ai eu un peu peur et je me suis dit OK, non, il faut pas que je me fasse envahir par cette peur. Donc j'ai essayé de penser à des choses qui me rendent heureuse. Donc j'ai pensé aux vacances, à la plage, à ce que j'allais faire pendant les vacances, à lire un livre sur la plage. Voilà, j'ai pensé à ça et j'ai essayé de pas penser aux requins qui étaient autour de moi quelque part. Avez-vous bien aimé le tour de la Guadeloupe? J'ai bien aimé cette aventure, même déjà la traversée de l'Atlantique, parce que c'était un moment assez hors du temps. C'est un moment où on est complètement déconnecté du monde. On est tout seul sur un bateau au milieu de l'océan. Donc, j'ai beaucoup aimé un peu ce côté très très proche de la nature, être dans l'eau tous les jours, être proche de l'océan, être entouré de poissons, d'oiseaux. Et après, j'ai aussi beaucoup aimé aussi le tour de la Guadeloupe. Et ça, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous, le soir, donc le tour de la Guadeloupe, on l'a fait que tous les deux avec Mathieu et un kayak. Comme notre bateau, il était cassé, on pouvait pas le faire avec le bateau, donc on a pris un kayak, on a mis tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'on avait besoin sur le kayak, et on échangeait. Un nageait, un était sur le kayak, et dans la journée, on faisait des relais et on échangeait entre les deux. Et pour dormir, la nuit, on s'arrêtait sur une plage et on essayait d'aller dormir chez les gens. On se faisait accueillir chez des gens, un peu comme Pékin Express. On allait faire du stop, toquer chez les gens. Et ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'aventure, c'est rencontrer des nouvelles personnes. C'était échanger avec eux, comprendre leur vie. On a rencontré des gens qui étaient des pêcheurs. Il y en a, c'était des gens qui tenaient des hôtels ou des maisons d'accueil. Il y en avait, c'était des nageurs. En fait, il y avait plein de gens différents. Et moi, j'aime beaucoup rencontrer les gens. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'aventure. Quel effet la canicule fait aux océans? Alors ça, c'est un sujet qui est assez triste, je trouve. Nous, quand on nageait autour de la Guadeloupe, donc nous, on a fait le tour de la Guadeloupe en janvier. Donc c'est l'hiver. Donc c'est, même si on est très proche de l'équateur, il fait encore chaud. En Guadeloupe, l'hiver, il fait 25, 30 degrés. Mais techniquement, c'est les mois les plus froids de l'année. C'est quand même l'hiver. Et donc, l'eau, elle est à la température la plus froide, elle est autour de 25, 26 degrés. Nous, on trouve ça très chaud. Nous, on était très contents de nager dans de l'eau à 26. Mais les locaux en Guadeloupe, ils disent que c'est le plus froid. Et l'été, en Guadeloupe, donc à ce moment-là, l'eau, elle peut aller jusqu'à 29, voire même 30 degrés. Aller au-delà de 30 degrés. Et quand l'eau, elle est trop chaude, qu'elle est à 30, et surtout en ce moment avec la canicule, elle reste à 30 très longtemps, pendant plusieurs semaines, elle est à 30 degrés. Et ce qui se passe quand l'eau elle est trop chaude, c'est que ça vient vraiment perturber surtout les coraux et les récifs. Je sais pas si tu sais, mais en fait les coraux c'est un animal, c'est pas une plante. Oui. C'est un animal et donc c'est entouré d'algues. C'est ça qui donne la couleur aux coraux. Et donc l'algue, lui, ça fonctionne comme des plantes, ils font de la photosynthèse. Et quand l'eau, elle est trop chaude, qu'elle est à plus de 30, ça vient perturber tout ça. Et donc l'algue, il commence à créer une petite substance qui est assez toxique pour le corail. Et donc le corail, il dit à l'algue, dégage, je veux pas que tu sois là, en train de produire quelque chose qui me fait mal. Donc il vient expulser l'algue, il vient enlever l'algue. C'est pour ça que le coraux, après, on voit qu'il est tout blanc. Je sais pas si tu as déjà vu. Oui. Des coraux, il y a plus de couleur, c'est tout Parfois, blanc. on en retrouve sur la plage. Exactement. Ça veut dire qu'il a plus d'algues autour
de lui. Et donc quand il a plus d'algues, en fait, il a plus la chose qui lui produit presque toute son énergie, tous ses nutriments. Donc le corail, en fait, il est vachement affaibli. Et c'est là où après, il a du mal à survivre. Surtout si ça reste pendant très longtemps, très chaud. Et nous, on l'a beaucoup vu sur la Guadeloupe. On a trouvé qu'il y a plein d'endroits où les récifs et les coraux étaient tout blancs. Et c'est assez triste, en fait, parce qu'on a un peu tous cette image en tête de ces coraux qui sont magnifiques, qui ont plein de couleurs différentes. Et surtout, on a rencontré des nageurs là-bas, plus âgés, qui étaient plutôt 60 ans, et qui eux disaient que quand ils étaient jeunes, il y avait plein de coraux avec plein de couleurs différentes, c'était magnifique. Et aujourd'hui, on voit que la plupart sont tout blancs. Et c'est hyper triste. Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire pour essayer de réduire déjà le réchauffement climatique, réduire les canicules? On peut déjà, au lieu d'acheter tout le temps des bouteilles en plastique, on peut remplir nos gourdes. Complètement, exactement. Déjà, ça réduit la pollution plastique. Arrêter d'utiliser les voitures qui marchent au gaz, oui, à l'essence. Ou déjà juste moins utiliser sa voiture, quelle que soit sa voiture. Toi, tu vas à l'école comment? À pied. Trop bien. On pourrait essayer d'enlever les îles de déchets. Oui, c'est sûr qu'en plus, il y a beaucoup de déchets en plus dans l'océan. Et nous, on n'en a pas beaucoup vu, en fait. C'est assez marrant. Je trouve que on a un peu cette idée de voir qu'il y a beaucoup de déchets dans l'océan, c'est sûr. Mais en fait, je trouve que quand on nage, on n'en voit pas beaucoup. Et c'est un peu perturbant. En fait, il est quand même là. C'est juste comme c'est des micro-bouts de plastique. En fait, on le voit même pas à l'œil nu. Mais il y a quand même plein de plastique dans l'océan. Est-ce que vous avez pu sauver des animaux qui étaient blessés ou malades ? C'est une bonne question, et oui, à un moment sur le tour de la Guadeloupe, Mathieu, ses animaux préférés, c'est les raies. Les raies mentales, c'est magnifique. Et il voit une bébé raie coincée dans un filet de pêche, un vieux filet de pêche qui a été laissé pas très loin de la plage. Et en fait, un filet de pêche, déjà, c'est en plastique et c'est très très lourd. Oui. Et je pense que la raie, elle s'est coincée dans le filet. Donc au début, Mathieu, il essaye de bouger un peu le filet, de la sauver, mais elle restait quand même coincée dans le filet. Donc il a dû nager jusqu'à un bateau pour leur emprunter un couteau, pour revenir à l'endroit et venir couper le filet avec le couteau pour venir libérer la raie. Donc heureusement, elle a pu s'échapper. Malheureusement, elle avait quand même une aile qui était un peu cassée, un peu comme si elle avait le bras cassé, quoi. Parce que je pense qu'elle avait été coincée depuis un certain temps et que c'était très lourd comme poids pour elle. Oui. Et après, ramener le couteau en plus au bateau. Donc vraiment, ça a été une petite expérience. Et surtout après, essayer d'enlever le filet de l'eau. Mais il était hyper lourd. C'est vraiment pas simple. Quels animaux risquent de disparaître dans l'océan ou sur Terre à cause du réchauffement climatique ? Alors, il y en a plein qui sont en voie de disparition. Moi, un de mes animaux préférés, vraiment que j'ai, pour la première fois en fait, j'ai eu la chance de nager avec, c'est les tortues. Et la chance, c'est qu'en Guadeloupe, il y a plein de tortues. Donc c'est la première fois que je nageais avec autant de tortues. Et même une fois, Mathieu, il a fait un relais de 2 heures, il a vu 17 tortues. Il est peut-être en train d'exagérer, hein, mais c'est vrai que j'en ai vu beaucoup aussi. Et en fait, les tortues, il y a 7 espèces de tortues marines. Donc il y en a 7, et malheureusement 6 sur les 7 sont en voie d'extinction. Donc beaucoup quand même. Il y a la tortue lutte par exemple, qui est la très très grosse, que tu dois connaître, qui elle est en voie d'extinction. Il y en a beaucoup qu'on est en train de perdre à cause de plein de raisons différentes. Mais c'est sûr que déjà, il y a le changement de température d'eau, parce que même 1 ou 2 degrés, ça change beaucoup de choses. Il y a aussi la pollution plastique, il y a aussi la pêche. Malheureusement, des fois, elles se font attraper dans les filets. Moi, je sais qu'en Guadeloupe, il y a 50 ans, on nous disait qu'il y avait presque plus de tortues. On n'en voyait presque plus. Et ils ont mis en place une loi pour essayer de les protéger. Se dire qu'on n'avait pas le droit de faire de la pêche de tortues, qu'on n'avait pas le droit de les manger, pour vraiment essayer de les protéger, de les faire revenir. Et heureusement, aujourd'hui, déjà, il y en a plein qui sont revenus. Donc c'est un bon exemple de ce qui peut se passer quand on peut essayer de protéger une certaine espèce. Après, on voit quand même qu'à l'échelle mondiale, c'est quand même une espèce qui est vraiment en train de diminuer, qu'on est en train de perdre. Et moi, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux animaux au monde. Enfin, d'avoir nagé avec eux, c'est incroyable. Je pense que je pourrais les regarder pendant des heures à nager comme ça, essayer de remonter à la surface, à respirer et après à retomber comme ça, nager à côté d'eux, c'était vraiment magique. Et je pense qu'à chaque fois que j'en voyais une, même si c'était la 20e ou 30e, j'étais toujours aussi gaga à me dire « Oh là là, il y a une tortue !» Jusqu'à quelle profondeur êtes-vous descendu quand vous avez plongé ?
Alors nous, comme on nage, on reste beaucoup à la surface. Et des fois, on avait la chance d'être très proche du bord, donc avoir 5 mètres, 10 mètres de profondeur d'eau sous nous, donc on pouvait voir le fond. Et des fois, on était très loin. Là, par exemple, quand on avait vu le requin, on était très loin parce que c'était des falaises, donc on était à quelques centaines de mètres, et donc on avait beaucoup plus de profondeur et on voyait pas le fond. C'est vrai que nous, on reste à la surface parce qu'on nage comme ça à la surface. Quel était ton endroit préféré sur le bateau qui vous a permis de traverser l'Atlantique? Ah, alors sur le bateau, je pense que mon endroit préféré, c'était à l'avant. Donc c'est un catamaran. Donc ça veut dire qu'il a 2 coques et qu'il y a une cabine et un filet entre les deux. Il avance bien sûr avec le vent. Et il y a donc le filet à l'avant du bateau. C'est un peu comme un trampoline. Mais c'est pas un vrai trampoline où on peut sauter dessus. Et donc c'est vraiment un endroit où on pouvait se poser. Où en plus on voyait tout l'océan devant nous. Et surtout il y avait le coucher du soleil tous les soirs, qui était très très beau, qu'on pouvait voir de l'avant du bateau. Et c'est aussi là où on voyait les dauphins. Parce que à un moment, sur la traversée de l'Atlantique, on a vu, je pense, 2 ou 3 fois des dauphins qui sont venus nager avec le bateau. Et les dauphins, ils adorent nager avec l'avant du bateau, quand le bateau, il avance. On a vu des bébés dauphins. Donc, c'était des dauphins qui faisaient vraiment tout petits, qui faisaient 30 centimètres, je pense, et qui étaient accompagnés de leur maman dauphin, et qui sautaient en même temps que les mamans dauphins. Donc, c'était tellement beau de les voir. Et donc, pour moi, cet endroit-là, à l'avant du bateau, sur le filet, c'est là où j'ai toutes les super souvenirs de coucher de soleil, de dauphins. Et même, c'est la première fois où on a vu la terre au bout de 1 mois. Ça faisait 1 mois qu'on était en mer, qu'on voyait que l'océan à 360 tous les jours. C'était bleu, 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 bleu partout autour de nous. Un jour, on a vu la terre pour la première fois et c'était devant nous. Donc c'est là où on s'est tous posés pour regarder la Guadeloupe qui arrivait juste devant nous. À quel âge tu as commencé la natation? Moi, j'ai commencé la natation en CM1, CM2. À cette époque-là, je vivais en Chine et donc c'est là où j'ai commencé à apprendre à nager. Et après, à partir de la 6e, j'étais en club de natation. Et j'ai fait du club de natation de la 6e jusqu'à la terminale. Donc, toute mon enfance, j'étais en club et je nageais 3 fois par semaine à peu près, même des fois 4. Donc, beaucoup de natation. J'aimais beaucoup ça. Et surtout que j'avais de la chance parce qu'après, j'étais en Thaïlande. Donc, il faisait chaud toute l'année. Donc, on nageait en piscine extérieure toute l'année. Donc, c'est quand même plus agréable. Quand moi, je suis allée en Thaïlande, j'ai trouvé dans la mer un énorme coquillage qui faisait la taille d'une assiette. Waouh! Et je l'ai reposé, j'allais pas l'emmener, mais c'est quand même magnifique. Oui, et t'as complètement raison. C'est important aussi quand même de laisser les choses comme ça dans la mer, parce que même si on a l'impression que c'est très beau, si tout le monde prenait un coquillage, en fait, il y en aurait plus. Il y en aurait plus. Et moi aussi, on me pose souvent la question de est-ce que tu as touché les animaux quand il y avait les globies à côté de toi ou les tortues? Est-ce que tu vas toucher les animaux? Et moi, ce que j'aime surtout dire, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas chez nous dans l'océan. C'est pas chez nous. Non. C'est chez eux. C'est un peu comme marcher dans la rue, rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas du tout et aller les toucher. C'est complètement bizarre. On ferait pas ça. Donc, je trouve que dans l'océan, c'est aussi hyper important d'être respectueux des animaux, de pas aller les déranger, de pas aller les toucher. On a le droit, nous voilà, de nager, de rester dans notre truc, mais de pas non plus aller les déranger parce qu'ils sont dans leur quotidien, ils sont chez eux et c'est pas chez nous. Est-ce que tu as déjà eu quelque chose où tu avais envie de réussir quelque chose, un petit rêve, un petit projet que tu avais envie de faire et que tu as réussi à faire? Est-ce qu'il y a déjà eu ça? Oui. C'était quoi par exemple? J'ai déjà eu envie de réussir une compétition. Quelle compétition? Une compétition de badminton. Ok. Que j'ai fait à l'école. C'était les CM1A contre les CM1B. Et c'était filles et garçons séparés. Et j'ai gagné. Trop bien, félicitations. Merci. Et tu t'es beaucoup entraînée? J'en ai fait quand même toute l'année du badminton. Ok, donc t'étais prête pour cette compétition. Oui. Et est-ce que plus tard, t'as d'autres grosses choses que t'aimerais réussir? T'as des rêves que t'aimerais accomplir? J'ai pas encore de rêve pour quand je serai grande. Et toi, est-ce que t'as
un rêve que t'aimerais faire, que t'aimerais accomplir ou quelque chose comme ça? Moi, je pense que déjà, ce projet de traverser l'Atlantique à la nage, c'était un petit rêve un peu de fou quand même, vraiment de fou. Je pense que beaucoup de gens se disaient, mais ça va jamais marcher. Et c'est vrai que moi, j'aime bien me dire que même si j'ai quelque chose comme ça qui paraît un peu impossible, ou qui va demander aussi beaucoup de travail, que je vais juste essayer de faire au mieux. Et c'est pas grave si des fois on réussit pas tout. Mais au moins on aura essayé et on va pas regretter de ne pas avoir essayé. Et après, moi je laisse beaucoup de temps à réfléchir un petit peu à ce que j'ai envie de faire. Donc je sais qu'après un gros projet comme ça, j'ai pas tout de suite envie de me trouver une nouvelle idée. J'ai aussi envie un peu de réfléchir, De te reposer. de me reposer. C'est quoi ça va être quoi mon prochain projet, ma prochaine aventure, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et c'est pas obligé d'être plus gros. Tu vois, je trouve que des fois on se dit une fois qu'on a fait par exemple 5 kilomètres de course à pied, après faut faire 10, après faut faire 20, après faut faire plus. Mais je trouve que c'est pas toujours plus gros, mais c'est juste que des fois on a envie de autre chose. Et donc je sais pas encore ce que ça va être, mais je sais que quand j'aurai l'idée, je vais essayer de me donner un maximum, mettre toute mon énergie là-dedans et espérer de réussir. Mais si je réussis pas, c'est aussi pas très grave. C'est plus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la préparation en fait. Oui. C'est tout ce temps où on se prépare pour ce projet. On s'est préparé pendant 2 ans. T'imagines, pendant 2 ans. Donc on peut pas réussir quelque chose comme ça tout de suite. Ça prend forcément du temps. Et c'est pour ça que je te demandais combien de temps tu t'étais entraîné pour cette compétition de badminton, parce qu'il faut toujours réaliser que on voit beaucoup les gens qui réussissent, mais on voit pas souvent le travail qu'ils ont mis aussi derrière pour réussir. Donc moi, je me suis préparée pendant 2 ans pour ce projet, avec plein de choses. Il fallait déjà se préparer physiquement, préparer le bateau, l'équipage, le projet. Et j'aime beaucoup en fait cette partie-là parce que c'est une phase où j'apprends beaucoup de choses. C'est là où j'apprends plein de choses et j'aime beaucoup en fait pouvoir grandir et apprendre. Est-ce que vous avez envisagé de faire une compétition, justement, de natation? Alors, j'en faisais beaucoup quand j'étais jeune. Donc, quand j'avais ton âge et après, j'ai fait beaucoup de compétitions de natation. Mais en fait, j'étais nulle. J'étais pas très bonne. Je perdais beaucoup de mes courses. Et j'aime pas trop aller vite. Moi, c'est pas ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est nager pendant longtemps. Et en plus, ce que j'aime, c'est nager dans des grosses vagues. La piscine, c'est trop simple. Moi, j'aime bien quand il y a 3 mètres de vagues. Donc, je trouve que ce qui est trop bien, c'est que j'ai appris à bien nager. Mais après, j'ai aussi réussi à faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Pas continuer un peu comme tout le monde à faire de la compétition. Et aussi faire quelque chose de différent. Prendre ton propre chemin. Exactement. J'ai pris mon propre chemin. Combien vous étiez sur le bateau pour traverser l'Atlantique? On était 6 sur le bateau. Donc, on était 2 à nager, moi et Mathieu. On avait une infirmière, Lorraine, qui s'occupait de si quelqu'un avait un bobo ou était malade. On avait le capitaine, Similien, qui s'occupait du bateau. On avait Antoine, qui était notre super cuistot, qui faisait à manger, qui faisait tellement bien à manger. Le meilleur repas qu'on a eu, je pense que c'était burger frites. Fait maison. Tout fait maison sur un bateau. Donc, ça veut dire frites fait maison, pain, burger fait maison, et les burgers végétariens, bien sûr, avec des lentilles, tout fait maison. On avait même un ketchup fait maison. Très, très bon. Et après, on avait Chloé, qui était la vidéaste. Vous étiez 2 Chloé? On était 2 Chloé sur le bateau. C'était un peu compliqué. Mais on avait, les petits surnoms, c'était Coco. Moi, c'est Coco. Et elle, c'est Clo-Clo. Voilà, fallait pas se tromper. Est-ce que vous vous êtes fait piquer par une méduse, un oursin, une anguille électrique? Je me suis malheureusement fait piquer par une méduse. C'était au début de la traversée. Les méduses, en fait, ça remonte la nuit. Je sais pas si tu sais, mais c'est la nuit où ça remonte. Et moi, j'avais le dernier créneau de nage de la journée. Quand c'était mon dernière heure de nage, souvent le soleil commençait à se coucher. Et donc, je suis en train de nager, c'est presque la fin de la journée. Et là, je sens que je me fais piquer à mes 2 mains et à mes 2 pieds. Donc, d'un coup, je me fais piquer vraiment des 4 coins. Donc, je me dis, mais ça doit être une méduse énorme pour me piquer des 4 côtés d'un coup. Mais j'ai rien vu. Je commence un peu à paniquer dans l'eau. Et là, il y a l'infirmière, Lorraine, qui vient me chercher. Je remonte sur le petit bateau et elle me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui dis je pense que je me suis fait piquer par une méduse, mais j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu, je comprends pas ce qui s'est passé. Et elle me dit ok, c'est bizarre. Et là je regarde sur mon épaule et sur mon épaule droit, il y avait encore la méduse qui était collée à ma combi.
Et là, on reconnaît la méduse parce qu'on avait appris les différentes espèces de méduses pour savoir est-ce que c'était dangereux ou pas. Comme vous vous prépariez. Exactement, c'est très important de savoir reconnaître les différentes espèces. Mmh. Et là, on a reconnu que c'était une galère portugaise. C'est une des méduses les plus dangereuses au monde. Elle est très veneneuse. Urticante. Ouais, pour un humain, ça peut être très dangereux. Heureusement, là, c'était une toute petite. Elle faisait la taille de mon pouce, donc très petite. Mais ses tentacules faisaient 2 mètres de long. Donc, étaient quand même très longs. C'est comme ça qu'elle a réussi à me piquer à mes mains et à mes pieds en même temps. Parce que moi, je fais quand même 1m70, donc elle doit quand même être très longue. Et là, ces tentacules, elles étaient enroulées autour de ma taille. Et je la sentais un peu me serrer la taille. Comme si j'étais une proie qu'elle essayait d'attraper comme ça. Donc, aussitôt qu'on réalise que c'est une galère portugaise, là, elle déclenche vraiment le scénario, ok, méduse grave. Donc, elle me ramène tout de suite sur le gros bateau. Elle appelle le gros bateau, elle leur dit, bon bah, là, il y a une piqûre de méduse, il va falloir sortir tout le matériel et sortir les gants surtout. Donc, tout le monde se met en gants pour protéger et ils enlèvent la méduse, il la déroule autour de ma taille, il l'enlève pour me libérer de la méduse. On la remet gentiment dans l'eau. Et heureusement, on avait une petite pommade anti-méduse sur le bateau. Une experte nous avait donné ça, très efficace pour venir enlever la brûlure de la méduse. Donc j'avais des grandes, très rouges, ça fait très rouge quand on se fait piquer par une méduse. Et c'est parti au bout de 30 minutes, donc ça allait mieux. Mais le lendemain, j'étais encore très malade, j'ai vomi, j'avais mal à la tête et j'avais une chute de tension, donc j'étais vraiment pas bien. J'étais allongée toute l'après-midi avec mes jambes en l'air. L'infirmière, elle me disait « mets tes jambes en l'air, mets tes jambes en l'air ». Et j'ai que réussi à nager 3 heures le lendemain. J'ai pas réussi à faire les 2 relais parce que j'étais vraiment pas très bien. T'as pas pu faire tes relais le lendemain, mais le surlendemain, est-ce que c'était bien? Oui, après ça allait bien. Je me suis reposée, j'ai fait une bonne sieste et j'ai bu beaucoup d'eau et après heureusement ça allait bien. Heureusement que c'était une petite méduse donc elle était pas non plus trop dangereuse, mais c'est vrai qu'une grosse peut vraiment mettre un humain dans le mal pendant plusieurs jours. Je te souhaite de jamais rencontrer une galère portugaise. J'ai déjà vu des méduses sur la plage. On mettait des bâtons pour prévenir les gens. Ah on fait ça. oui, exactement. Mais moi j'aime pas ça. Elle était de quelle couleur, la méduse? Elle est un peu blanc-bleu. Blanc-bleu? Oui. Tu pourras regarder après l'image d'une galère portugaise, c'est très spécifique. Ça ressemble pas vraiment aux autres méduses. Ça ressemble un peu comme une empanadas et ça flotte au-dessus de l'eau. Ça ressemble vraiment à un méchant dans un film. C'est vraiment pas très beau et c'est sûr qu'en plus ça fait très mal. Il y a plein de méduses qui piquent pas, mais juste de les toucher dans l'eau, moi j'aime pas du tout parce qu'après en Guadeloupe aussi, il y avait pas mal de méduses le dernier jour de nage et juste c'était pas des méduses qui piquaient, mais c'était des méduses qui étaient là et de nager et de toucher un peu les méduses qui sont toutes gélatineuses, j'aime pas du tout. Moi je pense que c'est la seule espèce dans l'eau qui me fait un peu peur et qui me dérange. J'aime pas du tout voir les méduses. Tu nous as dit que la galère portugaise qui t'avait piqué était petite. Quelle est la vraie taille d'une galère portugaise? Elle peut faire un peu cette taille-là, donc c'est, je sais pas, c'est la taille par exemple d'une grosse trousse. 30 ou 20 cm? Ouais, c'est ça, d'une grosse trousse qu'on pourrait avoir à l'école. Et surtout, ses tentacules, elles peuvent faire 10 mètres de long. Donc ça, c'est elle peut les envoyer en fait très loin et après elle les ramène. C'est un peu comme un ressort. Mais 10 mètres, c'est énorme. Elle peut être 10 mètres de nous et nous piquer. Ça a dû te faire très mal. Ça m'a fait un peu mal, mais heureusement, j'avais un bon équipage pour me sauver. Un jour, quand on était en Sicile avec ma famille, mon frère s'est fait piquer par un ver de feu. Je sais pas si vous connaissez. Ah non, je connais pas. C'est une espèce de chenille urticante qui se colle à la paroi des pores. Okay. Elle peut faire 70 cm de long et ça l'a brûlé. C'est comme une méduse, sauf que au lieu de laisser des traits, ça laisse des petits points. Ah ouais, ça me fait peur aussi. Pas très agréable. Il y a une autre espèce qu'on a vue aussi en Guadeloupe qui fait peur à beaucoup de gens. C'est les barracudas. Tu vois ce que c'est ce poisson? Pas tellement. C'est un poisson qui est très long et qui a vraiment une tête de méchant et qui a des grosses dents comme ça, qui vient mordre en fait, qui peut mordre et qui peut vraiment faire des trous. Enfin, c'est très puissant quand il mord quelqu'un. Et surtout les barracudas, ils sont attirés à tout ce qui brille. Donc si on a par exemple des bijoux ou un petit bracelet ou autre, bah ça les attire parce qu'ils ont l'impression que c'est la chair d'un poisson, d'un poisson qui est malade en fait. Les écailles. Exactement. Donc eux ils aiment bien manger les poissons qui sont un peu déjà affaiblis.
Et donc, ils ont l'impression que le bijou, par exemple, le reflet, c'est ça. Et donc, ils viennent croquer. Ils viennent croquer vraiment comme un poisson qui peut bien croquer. Donc, c'est très important de jamais nager avec des bijoux si on est dans un coin avec beaucoup de barracudas. Et en Guadeloupe, ce qui était impressionnant, c'est que les barracudas, c'est les seuls poissons qui nous suivaient pendant 2 heures. Mais vraiment, parce que nous, on faisait des relais de 2 heures. Oui. Et donc, pendant 2 heures, t'avais le barracuda qui était juste derrière, mais à quelques mètres derrière, et qui nous suivait. Ça vous faisait peur. Ah, c'était bizarre, c'est un peu comme marcher quelque part dans la rue et avoir quelqu'un derrière toi qui te suit, mais qui te suit pendant 2 heures. Vraiment, ça nous ferait peur quand même. Et là, c'était un peu la même chose, c'était le poisson qui te suivait pendant 2 heures, qui était toujours là Comme si derrière. on était une proie. Exactement. Donc au début, ça nous faisait un peu peur. Après, on a commencé à s'y habituer. On s'est dit bon, il reste juste derrière. Et heureusement, on n'a rien qui brille, donc ils vont pas venir croquer. Mais ils restent derrière pendant très longtemps quand même. Le kayak, comment vous faisiez pour ramer quand vous étiez tout seul? C'était un peu dur? Alors, le kayak, c'était pas un kayak à rame, c'était un kayak à pédale. Ah! Parce que une fois qu'on a quand même nagé pendant 2 heures, remonter sur un kayak et continuer à ramer, ce serait quand même très fatigant. Donc déjà, c'était un kayak à pédale, ce qui était un peu mieux, mais c'était très dur. Parce que comme la Guadeloupe, c'est une île, il faut forcément faire le tour. Oui. Il y a forcément des moments où on va être contre le courant. En fait, on va être de temps en temps avec le courant et de temps en temps face au courant. Et quand on est face au courant et face au vent, avec le kayak, c'est super dur. Des fois, j'arrivais même pas à avancer aussi vite que Mathieu il nageait, tellement le vent et le courant avec le kayak étaient contre moi. Donc c'était très très dur. Et surtout avec le kayak, on peut se retourner très facilement. Et moi, un soir, en arrivant sur une plage, je suis arrivée un peu pas dans la bonne position. Il y avait des vagues qui venaient se casser. Et il y a une vague qui est arrivée juste derrière le kayak et en fait qui a complètement retourné le kayak. Donc je me suis retrouvée renversée dans l'eau avec toutes les affaires qui flottaient de partout autour de nous. Donc là, faut vite essayer de récupérer les affaires, les tongs, le maillot, les lunettes, la nourriture, tout flotte et essayer de remettre le kayak en endroit, essayer d'arriver sur la plage. Donc ça, c'était vraiment des moments assez durs, beaucoup de galères. À chaque fois qu'on devait arriver et partir d'une plage, c'était vraiment très très dur. Et on a en fait chaviré beaucoup de fois. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on chavire, toutes les affaires sont mouillées. Ça veut dire qu'il faut passer toute la soirée à essayer de essuyer les affaires. Moi, j'avais acheté un oreiller. Je voulais absolument bien dormir. Parce que pour bien nager, il faut bien dormir. C'est hyper important de bien se reposer. Donc, j'avais acheté un super oreiller. Je me suis dit, ça va être mon petit doudou. Je vais pouvoir bien dormir tous les soirs. Mathieu, il s'est moqué de moi. Il a eu raison. Parce qu'en fait, jour 1, je chavire, l'oreiller est mouillé. Il prend 3 jours pour bien sécher. En fait, au bout de 3 jours, on rechavire. Il se remouille. Et en fait, c'était toujours comme ça. Donc, en fait, pendant 3 semaines, pendant tout le tour de la Guadeloupe, mon oreiller était mouillé. J'ai pas eu d'oreiller. J'ai jamais pu dormir avec. Il était toujours mouillé. Donc, j'ai quand même été pas très sympa. J'ai piqué l'oreiller de Mathieu. C'était mieux que rien. Et je lui ai laissé avec un petit t-shirt comme ça pour faire un oreiller. Est-ce que quand vous demandiez aux gens pour dormir chez eux, il y en a déjà qui vous ont dit ah, je vous connais, vous êtes Chloé et Mathieu, j'ai regardé vos vidéos. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui avaient entendu parler de nous parce qu'en Guadeloupe on passait tous les matins sur la radio et beaucoup de gens écoutent la radio là-bas. Donc comme on passait tous les matins et on racontait un peu où on en était. Il y a beaucoup de gens qui en avaient parlé de nous, donc des fois dans les cafés ou quand on s'arrêtait à acheter des trucs à manger, les gens ils savaient qu'on était en train de faire le tour de la Guadeloupe. Après on a eu plein de gens trop sympas qui nous ont accueillis et après il y a même des gens qui ont entendu parler du projet et donc qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont dit quand vous passez dans une semaine par chez nous, venez dormir à la maison. Donc pour toute la deuxième moitié, en fait on avait déjà des gens qui nous avaient envoyé des messages qui voulaient qu'on vienne dormir chez
chez eux. Et même en endroit, je pense qu'on avait 6 propositions différentes. Donc on avait beaucoup d'options. Et c'est trop chouette parce qu'on a pu rencontrer plein de gens. On pouvait pas aller dormir chez tout le monde, on peut pas se couper en 6 pour la même nuit. Mais en tout cas, on a eu la chance d'avoir pas mal de gens qui voulaient nous accueillir. C'était quand même mieux de dormir en tente parce qu'en tente, il faisait chaud. Il y avait des moustiques et en plus il y avait beaucoup de bruit. Une des nuits qu'on a passées en tente, il y avait des gens qui faisaient la fête jusqu'à 2h du matin. Oh. Oh là là, j'ai pas pu dormir, c'était pas du tout confortable. La nuit où vous avez dormi en tente, vous vous mettiez sur la plage à côté de votre bateau ou... Oui, on se mettait toujours sur la plage, juste à côté du kayak et comme ça on essayait d'être pas trop loin pour repartir le lendemain. Le midi, quand vous deviez manger, vous prépariez des sandwichs et vous mangez sur le bateau? Exactement. On se préparait ou des petites salades ou des sandwichs qu'on mettait dans un Tupperware. Et comme ça, quand c'était aux alentours de midi et que c'était ton relais à être sur le kayak, on pouvait manger. Et comme c'était un kayak à pédales, on pouvait pédaler avec les jambes et manger un petit peu avec les mains. Mais en vrai, c'était pas si simple que ça. Parce qu'il faut se dire que le kayak, il bouge un peu dans tous les sens. Donc, essayer de manger, essayer aussi de gérer la direction du kayak pour aller dans la bonne direction, de vérifier que le nageur, il va bien. C'est pas si simple, mais on arrivait à bien manger quand même. Le kayak, c'était un peu un pédalo. Exactement. C'est un peu comme un pédalo. Un petit pédalo. Donc, t'es sur un bateau pendant 1 mois pour traverser l'Atlantique à la nage. T'as pas d'écran, parce qu'on n'avait pas d'écran. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Je lis, je dessine, j'écris. Très bien. Et maintenant, quand tu nages, donc t'es en train de nager, tu nages pendant 5 heures par jour. Tu peux pas lire, tu peux pas dessiner quand t'es en train de nager. Tu peux pas parler à des gens, parce que t'es toute seule dans l'eau. À quoi tu penses dans ta tête? Comment est-ce que tu te motives? Je me dis, allez, on continue. Je regarde ce qu'il y a autour de moi et je me dis, si j'arrive à ce rocher, j'ai gagné. Alors malheureusement, dans l'Atlantique, il n'y avait pas de rocher. Donc c'était juste si j'arrive à cette prochaine vague bleue. Mais moi, donc c'était un gros sujet. À quoi est-ce que j'allais pouvoir penser pendant 5 heures tous les jours dans ma tête toute seule pour quand même occuper un petit peu mon cerveau pendant tout ce temps? J'aimais faire plusieurs choses. La première, c'est que j'aimais beaucoup chanter. Donc, je chantais un peu des chansons dans ma tête. Je chantais, moi j'aime beaucoup Taylor Swift et autres, donc je chantais pas mal de chansons. En plus, je connais toutes les paroles par cœur. Après, j'aime beaucoup écrire des histoires. Donc, j'écrivais des histoires dans ma tête et j'adore les histoires amoureuses. Donc, je prenais 2 personnes dans ma vie que je connais et je les mets ensemble dans ma tête. Donc je me dis si lui et elle ils pouvaient être ensemble, voilà, ce serait leur histoire. Et j'adore imaginer des histoires comme ça. Ça me prenait super longtemps. Je pouvais faire 3 heures juste sur une histoire entre 2 personnes. Une fois, je pense que j'ai mis ma cousine Justine avec Léon Marchand ensemble. Et ça m'a duré 3 heures, c'était génial. Et après, sinon, j'aime beaucoup penser à ma maison de rêve. Ça, c'est aussi autre chose. Avec Mathieu, on aime bien. Donc, je pensais à, ok, si j'avais une maison de rêve, le canapé, il serait comment? Ma chambre, elle serait comment? La cuisine, elle serait comment? Qu'est-ce que j'aurais? Voilà. Et ça, je pouvais passer des heures à penser à ma maison de rêve. Est-ce que tu avais des idoles de la natation, comme Léon Marchand? C'est une bonne question. Moi, j'avais plus des idoles qui font de la natation, mais plutôt en eau libre. Moi, il y a une femme que tu vas peut-être pas connaître, mais qui s'appelle Kirsty Wellington. Elle est néo-zélandaise et elle fait du triathlon. Donc, ça veut dire qu'elle fait 3 sports, la natation, le vélo et la course à pied. Oui. Mais donc, elle fait beaucoup de natation en eau libre. Et ce que j'aime beaucoup avec elle, elle aime beaucoup partir à l'aventure, en fait. Et elle se met pas trop de pression. Elle y va vraiment pour profiter, pour partager avec des copains, pour être joyeuse en fait. Et donc moi j'aime beaucoup, c'est par exemple elle qui est plus mon idole parce que j'aime aussi plutôt les gens qui se disent c'est pas que pour gagner, c'est pas que pour la performance ou pour aller le plus vite possible, c'est aussi juste parce que on a envie de s'amuser et passer du temps avec les copains et les copines. Et donc moi j'aimais beaucoup sa mentalité, j'ai lu son livre quand j'avais 18 ans ou même 17 ans. Et j'ai beaucoup aimé un peu cet esprit-là de se dire c'est juste pour s'amuser entre copains. On peut dire que tu es une aventurière. On peut dire que je suis une aventurière, oui. Est-ce que ce voyage, à part pour les océans, est-ce que tu l'as fait pour quelqu'un?
C'est sûr que je l'ai fait d'abord pour la mission Océan à l'école. Donc, Mhm. essayer de parler de tous les enjeux de l'océan dans les écoles. Mhm. Je pense que je l'ai aussi fait pour moi, parce que c'est aussi important de faire les choses pour soi-même, Mhm. d'avoir une motivation. Moi, j'ai vécu quelque chose de très compliqué il y a quelques années. Mhm. J'étais très triste pendant très longtemps et j'avais perdu beaucoup confiance en moi. J'avais plus du tout confiance en moi. Et donc, j'avais besoin de me trouver un projet que j'allais peut-être aussi pouvoir réussir quelque chose avec pour retrouver confiance en moi. Donc, ce projet, il m'a beaucoup aidé là-dessus, à retrouver en fait ma confiance, à me dire que j'étais puissante, que je pouvais nager dans l'océan. Voilà, ça me donnait un peu ce sentiment d'être une femme hyper puissante. Et j'avais besoin de retrouver ça. Et après, je pense que je l'ai aussi fait pour mon grand-père. Mon grand-père, je l'ai perdu quand j'étais très très jeune. Je pense que j'étais un peu plus âgée que toi, mais je devais Oui. avoir juste quelques années de plus. Donc j'ai très jeune. Et mon grand-père, lui, il aimait beaucoup l'eau. Il adorait l'eau. Donc quand j'étais petite, pendant l'été, il prenait toujours un bac qu'il mettait dans la cour de sa maison. Il mettait un peu d'eau dedans et on pouvait jouer tout l'été dans l'eau. Il adorait faire des bagarres d'eau. Enfin, c'est lui vraiment qui m'a donné cet amour de l'eau. Et donc, je pense que je l'ai aussi fait pour lui parce que je me suis dit que il adorait nager, il adorait l'eau. Et je pense qu'il aurait adoré faire une aventure comme ça. Je suis désolée que t'aies perdu ton grand-père aussitôt. T'es quand même assez courageuse d'avoir fait le tour de la Guadeloupe et traversé l'Atlantique à la nage. Merci. C'est quand même incroyable. C'est trop gentil d'avoir dit ça. Merci. De Ça rien. me touche vraiment beaucoup. En tout cas, moi, je te souhaite que, quels que soient tes rêves, quelles que soient tes envies dans la vie, de te donner à fond et d'essayer de les rendre possibles. Et vraiment, surtout, ne pas s'arrêter à des gens qui vont dire que c'est impossible de faire quelque chose ou que c'est pas possible de réussir ou autre. Vraiment, juste de vivre et de rêver grand comme l'océan. Alors, avec Olympe, on va se dire 3 bons gestes à avoir sur la plage cet été. Est-ce que tu veux commencer ? Oui, je veux bien. Si vous faites des pique-niques à la plage, vous amenez des sandwichs et des bouteilles d'eau. Les sandwichs, vous pouvez les mettre dans des tupperwares, au lieu de les mettre dans des sachets en plastique ou des choses comme ça. Si vous n'avez pas le choix et que vous devez les mettre dans des sachets en plastique, jetez-les bien, triez bien. Quand vous les jetterez à la poubelle, au lieu de ramener des bouteilles d'eau, ramenez des gourdes. Mon deuxième conseil, ça va être surtout regarder à la crème solaire que vous portez. Parce que ce qu'on oublie, on a parlé de la pollution plastique, mais il y a aussi toute une pollution chimique. Et dans les crèmes solaires, par exemple, qu'on utilise, des fois, il y a plein de substances très toxiques qui sont pas très bons pour les espèces qu'on retrouve dans l'eau. Donc, assurez-vous que la crème solaire que vous avez cet été, c'est une crème solaire qui protège l'océan. Si vous voyez, par exemple, des sachets en plastique par terre ou des cigarettes ou des choses comme ça, vous pouvez essayer de les ramasser, mais pas à la main, avec des gants ou des choses comme ça. Exactement. Se protéger, bien sûr. Et aussi de quand même rester toujours vigilant. Parce Oui. que quand on est dans l'océan, ça peut quand même toujours être dangereux. Donc toujours rester vigilant. Moi, je sais que même si je nage super bien, je peux aussi des fois me retrouver dans des courants qui sont très forts et j'arrive pas à revenir. Et donc l'océan, je sais qu'il est toujours très dangereux. Moi, quand je nage dans un nouvel endroit, je vais toujours voir les maîtres nageurs sur la plage ou quelqu'un qui est locaux, qui connaît très bien. Et je vais toujours leur demander, ok, est-ce qu'il y a des dangers ici? Est-ce qu'il y a des courants? À quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention? Parce que ça peut vite arriver dans l'océan qu'il y a un accident et après c'est quand même très dangereux. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.